Une autre minute ou deux avant de commencer. Alors, bonjour tout le monde. Je suis Tasha Lackman, je suis la vice-présidente philanthropie et communauté à la Fondation du Grand Montréal. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Avant de commencer, je vais présenter mes collègues qui sont avec nous. Alors, on a Marie-Andrée Farmer qui est la directrice du programme du Fonds d'urgence pour l'appui communautaire. Et on a également Elisabeth Léveillé qui est notre chargée de projet pour la Rive-Nord. Alors, c'est vraiment assez de personnes que vous allez faire affaire quand vous postulez au fond. On va prendre quelques moments aujourd'hui pour vous expliquer un peu la Fondation du Grand Montréal, que peut-être vous connaissez moins, et ensuite on va plonger dans le nerf de la guerre, le sujet du fond. Avant de commencer, je veux juste mentionner quelques petites affaires de housekeeping, comme on dit. On est en train d'enregistrer la présentation d'aujourd'hui pour que ça peut être mis sur un canal YouTube pour futures références. Si vous ne l'avez pas déjà fait, dans les participants, vous pouvez cliquer sur participants sur votre écran et changer votre nom et peut-être mettre aussi le nom de votre organisme pour qu'on puisse voir qui est parmi nous aujourd'hui. Et on vous demanderait, pendant qu'on parle, dans le chat, vous pouvez mettre vos questions, puis on va les répondre dans le chat et aussi prendre du temps à la fin, pendant la présentation, pour assurer qu'on répond à toutes les questions. Et à la fin de notre présentation, qui va durer une vingtaine de minutes, une demi-heure, on va aussi avoir une période de discussion. Et à ce moment-là, aussi, si vous cliquez sur le petit icône de participant, vous allez avoir l'opportunité de lever votre main et on va faire appel sur vous ou vous pouvez tout simplement vous démuter et parler si vous ne savez pas comment utiliser cette fonction. Alors, sur ça, la Fondation du Grand Montréal agit non seulement dans la région de l'île de Montréal, mais dans le CMM au complet, qui inclut Laval et une partie des Bas-Laurentides. Alors, ça, c'est notre territoire. Et on utilise, ça, c'est notre territoire dans lequel on va agir en général et aussi pour les fins du FOAC. Notre mission est vraiment de servir la communauté, de vous servir. Et on a un peu une double mission comme fondation publique. On fait autant le lever de capital, donc on gère des fonds de dotation qui nous permet de distribuer à la communauté. Et en gérant ces fonds de dotation-là, on les fait fructifier et c'est en fait ces revenus-là qui nous permettent de distribuer. Alors, l'année passée, on a distribué à peu près 14 millions dans la communauté, incluant sur la Couronne Nord. Et on voit vraiment que la philanthropie est un levier pour changer notre tissu social et pour venir à l'aide et influencer les communautés, les politiques et tout ça. Dans le COVID, on a été très, très, très active. On a créé d'abord notre propre fonds collectif et maintenant, on agit comme intermédiaire. Non, tu peux retourner à l'autre diapo, oui, celui-là. On est membre d'une fondation communautaire à, comme je viens d'expliquer un peu, un empreinte territoriale et on est plusieurs à travers le pays. On fait partie d'un réseau d'une 200, à peu près 191 fondations communautaires à travers le Canada. Il y a aussi des fondations communautaires à travers les États-Unis et autour du monde. Et c'est ce réseau-là, des fondations communautaires du Canada, qui nous permet d'agir à titre d'intermédiaire pour le programme dont on vous parle aujourd'hui. Au-delà de ce programme, on a d'autres actions importantes dans la communauté. Tu peux changer, Elisabeth. Un de ces projets, c'est les signes vitaux, que peut-être vous en avez entendu parler. La dernière édition des signes vitaux était en 2017.
lors du 150e de Montréal, où on a pris une perspective d'avenir et on a ciblé les enfants. Et c'est vraiment une opportunité de faire un portrait, de prendre le pouls de notre communauté, des points forts et des points moins forts autour de différents enjeux de la communauté. Et on a décidé en 2017 de les faire autour des objectifs de développement durable dont vous en avez sûrement entendu parler. Il y a 17 objectifs de développement durable qui couvrent en fait tous nos champs d'intervention, soit la culture et les arts, l'éducation, santé, développement social et environnement. Cette année, on vient de dévoiler nos signes vitaux, qui était un portrait qui était fait, qui était complété avant la crise COVID, mais on vient de les mettre et on voit vraiment dans ce rapport-là que les enjeux qu'on voit amplifiés par le COVID sont des enjeux qui existent depuis un certain temps à Montréal et sur la couronne nord, et que ces enjeux-là sont vraiment amplifiés. Et malgré le développement économique à Montréal depuis plusieurs années, il n'y a pas eu les investissements dans les enjeux sociaux, infrastructures, ainsi de suite. Donc, on est dans la situation où on est aujourd'hui, où les gens les plus vulnérables sont affectés le plus par la situation actuelle. On a d'autres projets aussi qui sont importants à la Fondation du Grand Montréal. Tu peux changer le diapo, Elisabeth. Comme j'ai déjà mentionné, le fonds collectif et aussi des projets où on a vraiment pris une approche systémique autour des enjeux de sécurité alimentaire et d'autres. Alors, sur ça, je vais passer la parole à mes collègues, Marie-André Farmer et Elisabeth Léveillé, qui vont vous présenter plus en détail le fonds FOAC. Merci Tacha. Bonjour tout le monde. Je me présente Marie-André Farmer. Je suis directrice des fonds d'urgence pour la Fondation du Grand Montréal. Tacha en a fait mention, donc on a, en tout début de crise, on a déployé notre propre fonds, donc qui était le fonds collectif COVID. La réponse a été très grande. Il y a les fonds, on a amassé un petit peu plus que 1,6 million et qui ont été complètement distribués dans la communauté depuis le lancement de ce fonds collectif. Maintenant, on est passé avec le fonds d'urgence en appui communautaire. C'est un fonds qui a été créé grâce à une contribution fédérale de 350 millions de dollars qui a été annoncé par le gouvernement fédéral au début du mois de mai. Le gouvernement a mandaté trois grands groupes donateurs qui sont les Fondations communautaires du Canada, Centraide, United Way et la Croix-Rouge canadienne pour distribuer ce montant-là à travers les collectivités canadiennes. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a trois groupes donateurs, c'est pour rejoindre 100% des collectivités. Donc, les fondations communautaires du Canada se sont vues attribuer un certain montant d'argent et ce montant-là a été réparti dans plus de 180 fondations communautaires à travers le Canada. On peut passer à la suivante. Donc, les trois grands groupes donateurs qui sont, comme je vous l'ai dit, la Croix-Rouge canadienne, Centraide, United Way et les fondations communautaires du Canada ont sensiblement le même mandat, donc de répondre à l'urgence causée par la COVID et appuyer les organismes. Certains paramètres, certains critères sont toutefois différents au niveau de l'admissibilité des projets pour chacun des groupes. Je vous invite à prendre connaissance de cette diapo qui illustre clairement les caractéristiques propres à chacun des bailleurs de fonds et nos sites web respectifs indiquent aussi les critères d'admissibilité pour chacun de nous, nos bailleurs de fonds. Donc, un organisme de la communauté peut appliquer aux différents bailleurs de fonds pour l'obtention des fonds, mais ne peut pas présenter le même projet, la même dépense deux fois.
Donc, si il est choisi qu'un projet X soit présenté à la Fondation du Grand Montréal pour l'obtention d'un soutien éventuel, cette même dépense ne peut pas être présentée en même temps à Centraide United Way. Une réponse, il faut attendre d'avoir obtenu la réponse de notre côté. Et puis, on est en contact constant avec les autres grands bailleurs de fonds, tout ça pour s'assurer que la même dépense n'est pas payée 2 fois par le gouvernement fédéral. Mais si c'est des projets qui sont complètement différents d'un même organisme, il n'y a aucun enjeu à déposer soit plus d'un projet auprès du même bailleur de fonds ou auprès de différents bailleurs de fonds. Donc, sur ça, je vais. En fait, la Fondation du Grand Montréal s'est vue attribuer 7,2 millions de la grande enveloppe de 350 millions de dollars. Et on couvre un vaste territoire qui s'étend de la Montérégie à la Couronne-Nord. Donc, c'est dans ce contexte qu'on s'adresse à vous aujourd'hui. Une enveloppe précise a été attribuée pour la Couronne-Nord en soutien aux organismes de la communauté sur votre territoire. Et c'est ce dont Elisabeth va vous parler à l'instant. Donc, bonjour tout le monde. Elisabeth Léveillé, chargée de projet pour le programme FUAC sur le territoire de Laval et de la Couronne-Nord. Très heureuse de mettre des visages sur des personnes à qui j'ai parlé dans les derniers jours, dernières semaines concernant des projets. Donc, je vais poursuivre ici. Donc, juste avant de commencer, là, je voulais vous montrer visuellement à quoi ressemble le territoire desservi par la FGM. Donc, pour ce qui est de Laval, c'est assez simple. Pour ce qui est de la Couronne-Nord, j'ai listé toutes les municipalités qui sont incluses dans le territoire desservi. J'ai aussi mis les coordonnées des autres fondations communautaires là, qui sont à proximité. Il y a des fois de l'ambiguïté par rapport aux territoires qui sont desservis. Donc, nous, on travaille en collaboration avec ces fondations-là pour être certain là, que les projets soient attribués au bon territoire. Pour ce qui est des organismes qui sont soutenus, c'est des organismes de bienfaisance enregistrés. Aussi, un organisme qui n'est pas enregistré peut appliquer grâce à un organisme qui agirait comme fiduciaire, donc qui ferait la demande en son nom. Les associations canadiennes enregistrées de sport amateur, les municipalités canadiennes enregistrées, les organismes municipaux, Premières Nations, organismes publics enregistrés, qui remplissent là, des fonctions gouvernementales au Canada. Pour ce qui est des projets et dépenses admissibles, en fait, on a 2 principaux critères. Là. Ça doit répondre à un besoin qui est pressant, toujours en lien avec la COVID-19. Donc, besoin pressant d'inclusion sociale ou de bien-être, doit desservir évidemment une ou plusieurs groupes vulnérables, comme on va voir un petit peu plus loin dans la prochaine diapo. Puis au niveau du budget, là, le projet doit être exécuté sur une courte période avant le 31 mars 2021. Comme Marie-André le disait, les organismes peuvent faire plus d'une demande dans le cadre de ce fonds-là. Puis le montant maximal qui peut être déposé par projet, c'est 75 000. Pour ce qui est des dépenses admissibles, en fait, toutes les dépenses doivent être engagées entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021. Puis, à titre d'exemple, on a listé ici toutes les dépenses qui pourraient être admissibles dans le cadre d'un projet. Puis, tout ça là, est disponible, là, je vais vous le mentionner plus loin, mais dans le guide de candidature. Donc, tout ce qui est salaire, matériaux, location, d'achat de matériel spécifique. Donc, je vous laisserai lire là à vous de votre côté. Pour ce qui est les mêmes dépenses, là, un petit rappel par rapport à ce que Marie-André disait. Il est possible de présenter le même projet aux différents bailleurs de fonds, mais ce projet-là ne doit pas contenir les mêmes dépenses. Donc, voilà pour les dépenses qui sont admissibles. Pour ce qui est des projets et dépenses qui ne sont pas admissibles, évidemment, les projets qui sont conçus à des fins de collecte de fonds visant à générer un profit, tout ça, puis à l'extérieur du Canada. Donc, ça aussi, c'est un document qui est disponible là, sur le site web pour être sûr que le projet cadre bien dans les critères du fonds
du fonds d'urgence. Pour ce qui est des exemples de projets admissibles, on met à jour là, continuellement sur le site web les projets qui sont acceptés sur tous les territoires. Donc, des fois, ça peut inspirer pour des projets. On retrouve, par exemple, création d'une plateforme web pour ce qui est de digitaliser les services offerts aux clientèles vulnérables, achat de matériel et tout ça. Donc, ça aussi, je vous laisserai le lire par vous-même. Puis aussi, ça peut être l'embauche d'intervenants pour, par exemple, respecter le ratio jeunes et intervenants. Pour ce qui est des populations vulnérables, là, on voit que c'est assez large en termes de populations vulnérables là, qui ont été particulièrement touchées par la pandémie. Donc, tout ce qui est enfants, jeunes, aînés, des populations qui ont besoin de soins ou de mesures de soutien, populations marginalisées, travailleurs vulnérables, nouveaux arrivants. Donc, quand vient le temps de remplir votre demande, vous devez sélectionner les clientèles, dans le fond, que votre projet, auquel votre projet s'adresse principalement. Pour ce qui est des informations disponibles, vous allez trouver toutes les informations sur le site web de la Fondation du Grand Montréal, sur le portail des fondations communautaires ou sur laquelle vous allez faire votre demande, où vous allez sélectionner la Fondation du Grand Montréal ou la fondation qui s'applique à votre territoire. Vous allez trouver le guide de candidature là, qui va vraiment vous accompagner dans toutes les étapes de la demande, puis on va le voir dans la prochaine diapositive que c'est un formulaire qui est vraiment allégé pour faciliter votre travail. On sait qu'en ce moment, c'est quelque chose à gérer là, au niveau de toute la réadaptation des services et des différentes demandes. On a une vidéo explicative aussi qui vous permet de voir le processus de demande. Le formulaire en ligne, puis le formulaire de reddition de compte est également disponible. Là, je vous ai mis l'exemple ici. C'est quelque chose qui est quand même très apprécié là, des organismes, comme quoi c'est un rapport qui est simple. C'est 3 questions, moins de 1000 mots. Donc, encore une fois, pour alléger le travail là, des organismes également, pour qu'ils puissent se concentrer vraiment sur l'aide apportée aux communautés. Ensuite, déposer une demande de financement, concrètement, il va y avoir un petit questionnaire d'admissibilité, environ 2 minutes à remplir pour être certain que votre organisme est admissible. Ensuite, il y a la demande de subvention là, qui prend environ une quinzaine de minutes, qui est divisée en 5 sections. Puis, le partage, là, le budget est optionnel, mais fortement recommandé. Il y a un modèle qui est disponible, donc vous pouvez remplir là, le budget directement dedans. Puis, s'il y a d'autres documents que vous jugez pertinents auxquels vous voulez que le comité d'évaluation prenne connaissance, bien, vous pouvez les ajouter également dans votre demande. Pour ce qui est des délais d'évaluation, c'est des évaluations en continu. Donc, à tous les jours, notre comité se rencontre entre le 19 mai et le 30 juillet pour évaluer les demandes. Puis, le délai prévu là, pour recevoir une réponse de la part de la FGM, c'est un 5 à 7 jours ouvrables. Donc, c'est assez rapide là, pour obtenir une réponse. Pour ce qui est des projets retenus, dès que vous avez, dans le fond, vous allez être avisé par courriel que votre projet est retenu, il y a une convention de don à signer avec la Fondation du Grand Montréal. On va vous demander les coordonnées bancaires pour faire un virement. Il va y avoir aussi la confirmation que la reddition de compte va être bel et bien complétée. Puis, partager avec la FGM des informations concernant le projet soutenu. Puis, étant donné que je suis la chargée de projet là, pour le territoire de la Rive-Nord et on va garder un lien ensemble tout au long de l'année pour voir l'évolution du projet. Puis, si possible, partager les informations du fonds et de la FGM pour faire rayonner ce fonds-là également.
quel rôle jouer dans ce contexte? En fait, l'objectif là, de ce webinaire-là aujourd'hui, c'est de créer des alliés dans la communauté pour nous permettre de diffuser le message dans d'autres organismes pour faire une panoplie de projets qui répondent aux besoins de la communauté. Donc, quelques idées ici de partager l'information dans vos réseaux respectifs, de communiquer directement les informations aux organismes de la communauté, amplifier les annonces locales, tenir des sessions d'information auxquelles on pourrait assister. On a déjà commencé avec la Ville de Laval d'être présent sur un comité pour venir présenter ce fonds-là. Donc, on est disponible là, à être présent dans les tables de concertation, par exemple, pour venir répondre aux questions là, des différents organismes. Puis, le partage là, des initiatives là, qui ont été faites pour faire rayonner les projets, les organismes par rapport à toutes les actions là, qui sont mis de l'avant grâce à ce fonds-là. Puis, pour que vous puissiez mettre un visage sur les personnes ressources là, qui peuvent répondre à vos questions, il y a moi que je laisse mes coordonnées. Vous pouvez soit m'appeler directement ou me référer à des organismes, il n'y a aucun souci. Puis, je suis vraiment là pour répondre à vos questions par rapport aux demandes, si votre projet est éligible et tout ça. Donc, voilà pour ce qui est du fonds. Je vous laisserai la parole, peut-être Patricia nous dire dans le chat s'il y a des questions, s'il y a des gens qui veulent poser des questions à voix haute. Oui, bonjour. Il y a simplement une question pour l'instant de la part de Amélie qui demande si c'est possible de recevoir la présentation par courriel. Oui, je pourrais l'envoyer certainement. Je pense que la majorité d'entre vous s'est inscrit via un formulaire, donc j'ai vos adresses courriel. Donc, c'était prévu là, que je vous envoie tous une communication. S'il y en a qui ont cliqué sur le lien direct, peut-être juste m'écrire en privé votre adresse courriel, là, je vais vous l'envoyer. Pendant qu'on attend que des questions arrivent, je veux juste vraiment insister sur le fait qu'on a un budget alloué pour le territoire. On veut vraiment l'allouer et il reste environ jusqu'au 27 juillet, alors environ 5 semaines encore du programme. Et on a jusqu'à maintenant reçu des projets qui représentent moins de 10 ou environ 10 du budget alloué. Alors, je vous invite vraiment de rapidement faire des demandes et distribuer dans votre réseau parce que si on n'arrive pas à allouer à Laval et sur la rive nord, Couronne Nord, on va nécessairement devoir allouer le budget ailleurs aux territoires qui font des demandes. Alors, s'il vous plaît, profitez de cette expérience et de cette opportunité. Merci, Tacha. On a une autre question de la part de Christine du Grenier Populaire qui demande si les équipements de sécurité peuvent être payés. Oui, tout à fait. Là, c'est en lien avec la COVID-19. Donc, oui, il y a souvent des projets là, qui visent l'adaptation des locaux, l'adaptation des activités. Donc, les équipements de protection pour protéger la clientèle qui est vulnérable fait partie, oui, des projets qui pourraient être admissibles. On a une autre question de la part de Claudine Delière. Claudine, je vais vous inviter, si vous le pouvez, si vous êtes en mesure de le faire, à ouvrir votre micro pour poser votre question qui est sur les projets de nature artistique. Donc, je vous invite à prendre la parole si vous êtes en mesure de le faire. Oui, bonjour. C'est bon, vous m'entendez? OK. Ben, c'est ça, nous, on est une compagnie de Théâtre Bluff à Laval. Puis, en fait, ma question est une sous-question aussi parce qu'il y a vraiment une ligne portant sur les projets artistiques pour des jeunes vulnérables. Mais un projet qui existe déjà, mais qu'on va adapter de façon virtuelle. Nous, on a un comité de jeunes lecteurs, paroles croisées. Les jeunes choisissent un texte coup de cœur qui porte des enjeux qui les touchent. Puis, on monte en lecture et on fait une tournée à Laval et
on le présente sur scène. Mais là, on adapterait cette réalité en projet de présentation virtuelle, en fait. Donc, je me demandais si ça pouvait rentrer ou est-ce qu'il faut à tout prix que ce soit un nouveau projet de A à Z. Je peux répondre, Elisabeth, si tu veux. En fait, les deux paramètres de base dont Elisabeth a parlé un petit peu plus tôt, là, le projet doit absolument répondre à une urgence qui a été causée par la COVID et en soutien à une population qui est vulnérable. Donc, si c'est un projet que vous adaptez, qui est adapté en général, c'est tout à fait possible d'adapter un projet en mode virtuel. On en a vu beaucoup, on en a appuyé beaucoup des projets comme ça. Mais dans le texte, de la façon dont vous décrirez votre projet, les deux critères sont essentiels. Le soutien qui est accordé par le gouvernement fédéral, puis ça, c'est aussi un élément qui est très clair, c'est que c'est un soutien aux populations plutôt qu'un soutien aux organismes. La ligne est parfois très, très mince et un va avec l'autre, là, généralement, mais il faut assurer qu'il y ait un soutien direct à des populations qui sont vulnérables. D'accord, merci. On a une autre question de la part de Amélie. Est-ce que, Amélie, vous êtes en mesure d'ouvrir votre micro pour la poser directement? Je vais vous inviter à le faire si c'est possible. Sinon, je peux la lire tout simplement. Oui, parfait. Oui, bonjour. En fait, vous avez répondu en répondant à l'autre. Donc, c'était vraiment un soutien direct aux populations et non pas à l'organisme. C'est parfait. Merci. Merci beaucoup. Ensuite, on a Sylvie Poirier de ADLL qui aurait une question. Donc, Sylvie, je vais vous inviter à ouvrir votre micro si vous voulez la poser directement. Bonjour. Oui, c'est l'Association du diabète Laval-Laurentide. Nous, on est en train de planifier un peu l'automne et tous les locaux qu'on utilise habituellement vont nous être fournis un peu par la ville ou les centres communautaires. Comme on sait qu'on est un peu en distanciation sociale, les espaces sont très, très, très petits. Est-ce que le fonds peut servir à louer des espaces, genre dans des hôtels ou dans des endroits qui ont des grands espaces qu'on pourrait faire nos activités en soi, là? Un peu ça. Pouvoir mieux programmer notre automne. Là. Moi, c'est avec les personnes âgées, beaucoup, les membres ont plus de 60 ans. Donc, sont à risque, ils n'osent plus sortir, ils ne veulent pas voir beaucoup de monde, ils ne peuvent pas aller dans les endroits restreints. Fait qu'on est un petit peu. Puis en vidéo, ils ne sont pas tous à l'aise avec le Zoom. Fait que c'est un autre problème, un autre biais. Là. Fait que, si on peut faire ça en physique, si on peut louer des espaces privés, j'appelle là, des salles qui sont plus en mode privé et non municipal et communautaire. Est-ce que c'est possible? Oui, excusez. Oui, c'est possible, tout à fait. Tout à fait, c'est l'allocation de locaux est possible dans le contexte toujours de l'urgence et puis de la population vulnérable. OK, parfait. Fait que, dans le fond, pour la prochaine saison, qui est probablement l'automne, on peut essayer de planifier un peu budgétairement qu'est-ce qu'on a besoin, puis vous faire une demande pour ça. Exact. Parfait, merci. On a également Christiane du Grenier populaire qui a posé une question à savoir si les dépenses peuvent avoir déjà été engagées. Les dépenses doivent être engagées, là, comme on disait, entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021. On a quelqu'un de la maison de l'INA qui aurait une question, donc je vous invite à ouvrir votre micro si vous êtes en mesure de le faire pour la poser directement. Bonjour. Nous, la maison de l'INA, c'est une maison d'hébergement pour femmes et enfants victimes de violences conjugales. Puis, on voulait faire une demande de projet, mais dans le fond, justement, on trouvait que la ligne était mince entre soutien à l'organisme et soutien à la population. Fait que dans le fond, nous, c'est sûr que c'est des dépenses que l'organisme faisons, mais c'est dans le cadre du COVID. Fait que je me demandais si c'était admissible, tu sais, par exemple, des frais supplémentaires pour la femme de ménage, les taxis pour les femmes pour leur démarche, pour pas qu'elles prennent les transports en commun, pour pas exposer la ressource le moins possible au virus, le déplacement des travailleuses avec les femmes, la prime de risque à nos travailleuses, le doublage des corps de travail parce qu'il y a plus de démarches et tout, puis
l'overtime, dans le fond, à l'admin, quand on a un site alternatif qu'il faut gérer, tout ça. Donc, dans le fond, c'est ça, c'était comme pas un projet particulier, c'est plus comme, dans le fond, nous, on avait une subvention pour toutes nos dépenses jusqu'au 30 juin. Fait que nous, on ferait comme un projet pour du 1er juillet au 31 mars en calculant là, toutes nos dépenses là, qui auraient lieu par rapport au COVID dans cette période-là. Est-ce que ça serait possible? Est-ce que... Oui, ce serait possible. Puis là, Marie-André, peut-être que tu peux compléter, mais étant donné que c'est vraiment en lien avec la pandémie, donc vraiment de ramener ce lien-là dans votre demande, de montrer c'est quoi les besoins supplémentaires qui ont été engendrés, surtout au niveau du personnel. Donc, oui, c'est des demandes qui pourraient être admissibles. Tout ce que j'ai nommé, même la prime de risque pour les travailleuses, puis parfait. Oui. Je vous invite par ailleurs à lire le guide de candidature qui est disponible sur notre site web puis le site web des fondations communautaires. Puis Elisabeth en a fait mention des dépenses admissibles et inadmissibles. En fait, il y a très peu de dépenses inadmissibles. Très peu de projets. C'est vraiment très, très clair. Et ces exemples-là sont nommés là, précisément les bonifications salariales, par exemple, ou le nettoyage des locaux, etc. Donc, c'est des dépenses qui sont admissibles. Excellent. Merci beaucoup. On a une question de Richard Cléroux. Donc, Monsieur Cléroux, je vais vous inviter à ouvrir votre micro puis à poser votre question directement. Oui, donc bonjour. Moi, en fait, c'était par rapport à la faisabilité, on va dire, pour l'accès à la demande. J'ai essayé avant hier, ça m'a promené d'un bord et de l'autre. Là, quand on a une rencontre avec la CDC, ils m'ont dit « va te connecter ». Lorsque je me suis connecté, mon adresse était introuvable, courriel. Fait que je veux juste savoir, c'est-tu moi qui ai un bug ou si j'aimerais avoir un peu d'éclaircissement là-dessus, parce que je n'ai vraiment pas été capable d'aller remplir la demande. Bien, je serais portée peut-être à identifier le problème comme étant isolé de votre côté. On a reçu depuis hier, depuis la présentation que l'on a faite au CDC, une trentaine de demandes de subventions. Donc, je serais étonnée que ça soit la plateforme. Par contre, j'ai déjà entendu des enjeux là, liés à l'identification. Vous pouvez écrire directement à Elisabeth ou à moi et puis on peut faire un transfert de courrier de votre problème de troubleshooting avec les administrateurs de la plateforme qui ne sont pas à la Fondation du Grand Montréal, mais on peut servir de courroie de transmission pour régler votre problème et vous permettre de déposer une demande le plus rapidement possible. Parfait, merci. On a une autre question d'un représentant du Centre Petit Espoir de Laval. Donc, je vais vous inviter à ouvrir votre micro pour poser votre question directement. Je ne sais pas si vous êtes en mesure d'ouvrir votre micro au bas de votre écran à gauche. Sinon, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aurait une question en attendant qu'on règle ce petit souci? Si vous êtes à l'aise, vous pouvez aussi inscrire la question dans le chat, puis on va pouvoir y répondre directement. Donc, la question ne semble pas venir. Si Elisabeth, Marie-André, vous avez d'autres informations à ajouter ou si jamais vous avez autre chose à mentionner en attendant que la personne pose sa question ou si jamais elle a déjà été répondue. J'aurais une petite question. Oui, allez-y. En fait, pour déterminer les clientèles vulnérables, quand on va avoir une reddition de compte à faire, quel genre de présentation vous allez souhaiter? Dans mon cas, moi, je parle d'étudiants collégiales, là, alors il y a plein de sortes de vulnérabilités chez nous, là. Il y a ceux qui n'ont pas les moyens, il y a ceux qui ont des déficiences, il y a ceux qui rencontrent des problèmes particuliers. Donc, la vulnérabilité est très large en son sens. Qu'est-ce que vous souhaitez comme ciblage davantage pour la vulnérabilité? Avez-vous quelque chose à nous suggérer? Elisabeth, est-ce que tu veux que je réponde? Oui, bonjour Christine.